Salut à tous, avant de commencer, je voudrais vous inviter à soutenir toutes les chaînes de la Team Top Gun, de vous abonner et de partager nos vidéos. Et comme d'habitude, n'oubliez pas la petite cloche. Voilà, c'est parti pour la première partie d'une conférence où l'on va apprendre un concept très intéressant, celui du risque absolu dans le cadre de la vaccination contre le SARS-CoV-2. Bon visionnage. The best is yet to come, come the day that you're mine. Bonsoir, merci de vous être connecté. Je suis très heureuse d'avoir cet espace pour poursuivre ma contribution pour la communauté déjà présente et pour une communauté plus ample qui prend sur son temps pour écouter cette conférence. Ce que je voudrais aborder ici, ce sont des concepts basés sur la volonté d'en savoir plus sur les vaccins qui existent actuellement pour combattre le SARS-CoV-2. Avant de commencer, je prendrai 2 minutes pour parler de mon cursus. Mes intentions ici, et j'espère que cela vous mettra en confiance, ce que je présenterai sera du fait d'heures de recherche et de la compréhension que ma formation académique me permet d'avoir. Je suis docteur en médecine vétérinaire et zootechnie, interne à l'UNAM où j'ai reçu une mention d'honneur après une thèse en zoopathologie. J'ai ensuite fait un master en sciences dans le nord du pays où j'ai fait une thèse orientée sur l'écologie des maladies infectieuses qui se basait sur la détection moléculaire d'une bactérie qui occasionne des problèmes sérieux, des maladies graves et de hauts niveaux de mortalité chez les espèces de milieu naturel. Après avoir terminé mon master, je suis allé à l'université de Cambridge, où, dans le département de zoologie, j'ai fait une thèse doctorale en immunogénétique et en écologie moléculaire aussi, où j'explorais la relation entre les gènes et les maladies, la résistance et la susceptibilité, etc., chez les animaux sauvages. Et finalement, j'ai réalisé un postdoctorat en épidémiologie et de la faune sauvage à l'Institut zoologie de Londres. Je suis actuellement professeur de recherche de l'unité de microbiologie basique et appliquée de l'Université autonome de Querétaro, d'où depuis plus de 11 ans je donne des cours de biologie, d'épidémiologie, d'immunologie écologique. Je suis membre du SNI niveau 2 depuis 2012. J'ai publié 57 articles dans des revues internationales, 4 chapitres de livres et plus de 2000 articles ont cité mes recherches. À mon avis, depuis le début de cette pandémie, nous avons eu un bombardement d'informations dans les médias sur le SARS-CoV-2 et la COVID-19. Souvent, cette information a été biaisée sur certains arguments qui, à mon avis, étaient nécessaires pour la bonne compréhension de ce qui se passe et rend à présent difficile la prise de décision pertinente basée sur une connaissance complète et non sur la peur. C'est pour cela que ce que je vous propose, comme dans toutes les conférences qui m'ont été permises de faire ici, est de vous offrir et de vous expliquer de la façon la plus claire possible l'information scientifique sur les vaccins contre le SARS-CoV-2. Tout ce que je vous présenterai ici a des bases scientifiques et j'indiquerai toujours les sources sur lesquelles je m'appuie pour que vous puissiez les consulter par vous-même. Et quand l'une des choses que je vous dirai n'aura pas d'évidence scientifique, soit parce qu'il s'agit d'une vision personnelle ou qu'il s'agisse d'une hypothèse ou d'une possibilité, je vous le ferai savoir. Dit cela, nous allons commencer la conférence sur le sujet des vaccins contre le SARS-CoV-2. Et pour le faire, je commencerai par faire un partage d'écran. Ok. Les vaccins ont été un élément important dans l'utilisation et le contrôle de plusieurs maladies infectieuses, depuis que Édouard Jenner, à la fin des années 1700, lui a appliqué ce qu'il a eu entendu dire sur ce que faisaient les Chinois et les Indiens pour se protéger de la variole, créant ainsi un vaccin. Le numéro de vaccins disponibles a augmenté drastiquement, comme vous pouvez le constater sur ce graphique que j'ai pris d'une application de 2013. Et cette augmentation du nombre de vaccins disponibles a été le reflet, entre autres, des avancées dans les applications et le développement technologique faites depuis, y compris la capacité de cultiver les cellules, par exemple, de cultiver les tissus, et plus récemment dans les techniques d'ingénierie génétique, l'utilisation de divers adjuvants qui sont les molécules que l'on ajoute au vaccin pour stimuler le système immunitaire. Tout ceci explique le fait qu'il y ait eu plus de vaccins disponibles. De manière générale, nous pouvons diviser en deux les types de vaccins existants. Ceux qui représentent les vaccins traditionnels qui utilisent le virus en entier, et ici nous avons ceux qui inactivent complètement le virus pour qu'il ne puisse pas se multiplier, et ceux qui atténuent le virus pour qu'il ne puisse pas nous rendre malades. Ensuite, dans la seconde partie du tableau, à votre droite, vous pouvez voir les vaccins qui sont plus subunitaires, c'est-à-dire qu'ils utilisent uniquement certaines parties du virus.
Ceci pourrait s'appliquer aux bactéries, mais nous nous focaliserons ici sur les virus. Parmi ces vaccins, il y a ceux qui utilisent des protéines, par exemple une protéine que le système immunitaire reconnaît comme étrangère, ou qui utilisent ce qui serait la coque du virus, rien de plus, une enveloppe de protéines, ou celle qui se base sur l'ADN ou l'ARN, qui est une autre façon d'écrire les instructions, et ce sont celles que nos cellules lisent pour produire des protéines. Ou cela peut être un vaccin qui a inséré dans un autre virus l'information génétique qui codifie, c'est-à-dire qui a les instructions pour faire une protéine ou pour que celle-ci ne puisse pas se multiplier, ou la même chose dans un virus différent pour qu'elle puisse se multiplier. Parmi ceux-ci sont les vaccins disponibles actuellement, que ce soit au niveau expérimental que déjà utilisés pour le SARS-CoV-2. Ce que je mets en rouge ici sont ceux qui sont disponibles spécifiquement actuellement et qui sont autorisés par les agences de santé. Voilà, je vous mets ici dans ce tableau tous ceux qui ont déjà reçu ces autorisations, qui sont en réalité une dizaine. Et en rouge, je marque la façon par laquelle nous connaissons ces vaccins de manière colloquiale. Dans la première colonne, nous avons le nom de ces vaccins, par exemple la Comirnaty, qui est le vaccin de Pfizer, mais pratiquement personne ne connaît sous le nom de Comirnaty, mais le connaissent comme Pfizer. Alors en rouge est comment les gens le connaissent. Alors à gauche, avant que ne commence la colonne, vous pouvez voir le type de vaccin dont il s'agit. Et Pfizer et Moderna sont des vaccins à ARN messager, alors que AstraZeneca, Sputnik et CanSino sont des vaccins qui se basent sur des vecteurs viraux. Ils se basent sur d'autres virus qui ont été modifiés pour qu'ils écrivent ce qui nous intéresse, qu'ils expriment. Ensuite, il y a une série de vaccins issus de vaccins inactivés comme le Sinovac, le BBBIP, Covaxin et deux autres dont on n'en a pas le nom, mais dont vous pouvez voir la compagnie qui le fabrique. Et j'indique aussi là les pays qui ont participé ou participent dans la production de ces vaccins. Au Mexique, je marque à l'aide d'un drapeau les vaccins qui ont déjà été autorisés par l'agence de santé, c'est-à-dire qu'au Mexique sont déjà autorisés la Pfizer, AstraZeneca, le Sputnik, Sinovac et CanSino. C'est-à-dire que nous avons un vaccin d'ARN messager, trois vaccins qui sont vectorisés, basés sur d'autres virus, et un qui sont d'un virus inactivé. Et actuellement est en phase 3 de vaccin, celui de Johnson Johnson, qui est lui aussi basé sur un vecteur viral. Pour tous ceux qui m'écoutent et qui aimeraient avoir plus d'informations sur d'autres pays, je les renvoie à cette adresse et je les mets ici en bas, afin que vous recherchiez votre pays et puissiez voir les vaccins qui vous sont disponibles. Pour une question de temps, je vais simplement me concentrer sur les vaccins qui sont déjà autorisés au Mexique. Alors bien, indépendamment du type de méthodologie sur lequel se base le vaccin, et là j'utilise le terme vaccin d'une manière très laxiste, car il y a des personnes qui disent que ces vaccins d'ARN messager ne seraient pas des vaccins, mais s'agirait de thérapie génie. Je suis d'accord, ce sont des thérapies génie, mais au vu de ce qu'ils produisent, je les regroupe tous sous un terme commun de vaccin. Pourquoi? Parce que l'objectif de ces vaccins, tous, essaye que le système immunitaire soit entraîné afin que les personnes qui auraient reçu le vaccin s'exposent au virus et ne soient pas malades. Ceci serait logiquement ce que fait un vaccin, indépendamment de la plateforme dont il s'agit. Quand nous pensons au vaccin, nous avons besoin de toujours prendre en compte quelle est la protection qui nous est offerte contre quel est le risque encouru. Qu'importe la substance étrangère que nous introduisons dans notre corps, elle a le potentiel d'être nocive. Il se peut que la nocivité soit légère, il se peut aussi qu'elle soit sévère, alors il nous faut toujours y prêter attention. Alors, quand on réalise des tests cliniques pour savoir si un vaccin peut être utilisé chez une population d'une manière générale, on doit passer par des phases de préclinique, où l'on fait des études sur des animaux et ensuite sur des humains, et on réalise les phases 1, 2 et 3. En phase 1 et 2, qui se font typiquement sur peu de personnes, on évalue la sûreté, surtout que cela n'entraîne pas d'effets très nocifs, et l'effectivité. Et ensuite, en phase 3, on réévalue l'effectivité, ou l'efficacité plutôt, et la sécurité du vaccin chez une population plus grande. Alors, les vaccins disponibles, autorisés par les agences, ont déjà produit, hormis deux exceptions, à la phase 3. Je dis cela parce que deux d'entre elles
n'ont pas de publication de phase 3. Mais quand nous arrivons en phase 4, il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'il existe une phase 4. C'est quand on évalue l'effectivité, l'efficacité dans la population, dont l'effectivité du vaccin dans la population en général. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que actuellement tous ces vaccins ont été autorisés en étant encore expérimentaux. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le fascicule donné de la part du gouvernement aux personnes qui reçoivent le vaccin, où il est rappelé que le vaccin est toujours en phase d'étude et qu'il reçoit une autorisation d'urgence. C'est-à-dire qu'il n'a toujours pas été prouvé. Je sors de ce cadre ce qui est dit dans la partie en bas de ce document. On vous rappelle que le vaccin est à l'étude, ok? Ceci n'est pas quelque chose qui est caché, c'est écrit dans ce document que les gens qui désirent recevoir le vaccin doivent signer. Et ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est un document, partie d'un document de la FDA, qui est l'Agence de régulation des médicaments aux États-Unis. J'ai traduit une partie du texte pour vous qui me paraissait important et qui basiquement dit ceci, que c'est un vaccin expérimental et n'a pas de licence. Ceci est important de clarifier qu'aucun vaccin parmi les disponibles contre le SARS-CoV-2 n'a de licence. Ils sont autorisés par des agences pour une raison d'urgence. Allons voir les résultats de phase 3. Je pense que chacun d'entre vous a entendu dire que les vaccins sont autorisés et ont une haute efficacité de sécurité. J'ai ici les chiffres et l'efficacité du vaccin Pfizer, qui est celui qui inscrit la plus haute efficacité à hauteur de 95%. Et ce que je voudrais ici, c'est que chacun d'entre vous qui m'écoute réponde pour soi ce que signifie quand on entend que le vaccin a 95% d'efficacité. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Le plus probable est que vous pensiez que 95 personnes de chaque 100 personnes vaccinées vont être protégées contre le Covid-19. C'est une manière très compréhensible d'interpréter ce chiffre qui a été publié autant dans des études pharmaceutiques soumis à des révisions que les communiqués de presse qui se basent sur ces publications ou par vos départements de santé publique. Malgré tout, cela est faux. Cela ne signifie pas que 95 personnes de chaque 100 personnes vaccinées vont être protégées. Maintenant, je vais vous l'expliquer d'une manière très détaillée. Il est aussi possible que parmi les réponses, certains d'entre vous ayez répondu que si je me contamine de la Covid après m'être fait vacciner, le cadre sera beaucoup moins sévère. Et là, la vérité, c'est que nous n'en savons absolument rien. Prenons d'abord la seconde réponse, si je me contamine, et je vous mets ici ce que je présente aussi dans des conférences antérieures, qui n'est rien d'autre que la publication de Oxon de 2020, publiée dans la revue prestigieuse du Lancet sur les maladies infectieuses. Ce que je marque ici de couleur, les différents points où les essais de vaccins peuvent évaluer leur efficacité, c'est-à-dire qu'on pourrait évaluer sur la prévention de l'infection ou la prévention qu'une personne tout de même atteinte ne le soit pas de manière sévère, seulement quelques signes cliniques ou d'une prévention de signes très sévères qui nécessitent des soins intensifs ou de la prévention de la mort ou de la prévention de la transmission d'un individu à un autre du virus, d'un individu à l'autre. Ce qui est entouré en vert, c'est tout ce sur quoi ont été faits les tests cliniques des vaccins autorisés et ce sur quoi ils ont porté leur attention. C'est-à-dire que les vaccins, dans leur essai, ne donnent aucune information sur la sévérité du cadre de la Covid si nous nous contagions après la vaccination. Et c'est pour cela que la réponse est on ne sait pas. Maintenant, ce que vous pouvez voir ici en bas, dans le cadre qui est apparu, il est tiré du communiqué de presse de Pfizer, traduit, vous pouvez le voir, dans le lien en bas, dans la langue originale. Je l'ai moi-même traduite ici. Il est mentionné que ce vaccin est de 95% effectif contre la Covid-19 à partir du 28e jour après avoir reçu la première dose, soit 7 jours après avoir reçu la deuxième. Et ce que je mets en vert, c'est juste ce sur quoi ils se sont focalisés, les cas confirmés de Covid. Et pour eux, dans leur essai, indiquent comme être positif au test PCR et avoir un ou deux signes modérés, c'est-à-dire fièvre ou toux ou maux de tête. Ceci est pour eux tous ceux qui sont atteints de Covid.
Je voudrais que vous gardiez en tête, car ceci implique qu'on ne puisse répondre si le cadre serait plus sévère ou moins sévère si nous nous contagions, car l'étude ne s'est pas centrée à répondre sur cette question. Maintenant, revenons sur la première réponse à la question que signifie donc 95% d'efficacité dont la plupart des gens pensent que 95 de chaque 100 personnes vaccinées va être protégée de la Covid. L'étude de Pfizer, dont vous pouvez voir le site original, où les collaborateurs de 2020 ont publié dans la revue prestigieuse de médecine New England Journal of Medicine, rapporte qu'il a été fait appel à 43 448 volontaires pour son test de phase 3. 21 720 ont reçu le vaccin et 21 728 ont reçu un placebo. Et le placebo est tout sauf ce qui stimule le système immunitaire avec l'information du virus, d'accord? Alors, ils enlèvent l'ARN messager et c'est ce qu'ils leur donnent en placebo. Dans le groupe de 21 720 personnes qui ont reçu le vaccin, 8 d'entre elles ont été testées positives sur ce qu'ils avaient considéré dans cet examen, c'est-à-dire positif au test PCR, et ont eu un ou deux signes bénins qui pouvaient être compatibles avec la maladie, fièvre, toux ou mal de tête. Comparé aux 162 du groupe qui a reçu le placebo, et tout cela sur une période de 2 mois. Alors, si nous calculons la proportion pour chaque groupe, c'est-à-dire 8 de 21 720 contre 162 de 21 728, et là, je vous demanderai de bien vouloir sortir vos calculatrices ou faire le calcul à la main pour que vous puissiez voir quel sera le résultat. Si l'on fait cette division, on va obtenir pour les cas de vaccinés qui ont eu des signes du Covid selon leurs critères sera de 0,004. La proportion des cas du Covid pour le groupe qui a reçu le placebo sera de 0,0075. Bien. Et ce qu'ils ont calculé et qu'ils appellent l'efficacité est en fait la réduction du risque relatif ou risque relatif. Alors, nous avons encore une fois ces valeurs que l'on a prises pour les proportions de 8 et 162 divisées par le numéro d'individus qui ont participé dans chaque groupe. La formule pour calculer cette réduction du risque relatif est de diviser cette proportion obtenue 0,004 du groupe vacciné par la proportion de cas des non vaccinés et on multiplie par 100. C'est une formule que vous pouvez retrouver dans n'importe quel livre d'épidémiologie. Ceci nous donne 5,33. Je l'enlève des 100% des cas. 100% moins la valeur trouvée me donne mes 95%. J'espère que cela a été clair pour tous. Alors le problème, c'est qu'ils n'ont pas pris en considération le risque absolu. Le risque absolu, et ceci encore vous pouvez le retrouver dans les livres d'épidémiologie, revenons encore une fois à nos valeurs. Nous avions 21 720 personnes qui ont reçu le vaccin et 21 728 qui ont reçu le placebo. 8 cas dans un groupe, 162 dans l'autre, et là vous avez les proportions. Que doit-on faire pour calculer la réduction du risque absolu? On multiplie selon la formule que je répète, vous retrouverez dans tous les livres d'épidémiologie, la proportion des cas trouvés dans le groupe non protégé par 100 moins la proportion des cas trouvés dans le groupe qui a reçu le vaccin par 100. Et ceci nous donne 0,75 moins 0,04, ce qui nous donne une valeur de 0,71%. Je voudrais que vous preniez une seconde pour que vous tombiez dessus tout le poids de ce résultat. 0,71%, c'est moins que 1%. Je veux dire par là que le vaccin protégera, selon les critères de l'étude, c'est-à-dire d'être testé positif et d'avoir des signes modérés, à moins de 1 personne sur 100. Ils ne nous mentent pas dans leurs études. Bien sûr que non. Ils nous présentent un risque relatif et ils nous parlent du risque relatif comme l'efficacité alors qu'ils ignorent le concept central du risque absolu. Pour que cela vous soit un peu plus clair, j'aimerais que vous imaginiez que l'on vous donne à l'entrée d'un magasin un bon de réduction de 95%. Vous êtes content avec ce bon. Mais à aucun moment on vous dit ce sur quoi il s'appliquera.
Vous ne savez pas où vous allez pouvoir en bénéficier. Si je vous dis qu'avec ce bon, vous allez pouvoir utiliser pour payer une voiture, il vous restera encore beaucoup d'argent à payer. Je ne sais pas combien coûte cette voiture, mais j'imagine que c'est beaucoup d'argent. 95% nous laisse encore à payer une bonne quantité. Mais s'il s'agit de payer un chewing-gum, 95% de réduction laissera que 5% qui est une toute petite valeur. Ceci est la différence. 95% c'est le risque relatif de la réduction et cela est constant. Ce qui importe vraiment, c'est l'impact en valeur absolue. Je vais vous donner à présent un nouvel exemple, mais avec des chiffres cette fois-ci pour que cela vous soit davantage plus clair. Dans ce graphique, vous pouvez voir, ceci je l'ai modifié d'une publication tout simplement pour pouvoir en parler dans des termes de ce qui nous occupe à présent, c'est-à-dire les vaccins. Vous pouvez voir les résultats d'un essai sur combien un traitement nous protège contre ce que vous voudrez, un traitement médical sur un patient à haut risque. En bleu, vous avez les patients qui ont reçu aucune sorte de traitement et en vert, vous avez les résultats des risques élevés qui ont reçu un traitement. Alors, ceux du placebo ont obtenu 40% des cas. Mettons qu'il s'agisse d'infarctus. Et en vert, ils ont reçu 30%. C'est-à-dire qu'il y a eu une réduction de 10%. Mais que se serait-il passé dans une étude sur des patients à faible risque? Ici, vous pouvez voir en bleu combien de cas furent rapportés sans traitement dans des cas d'infarctus. Cela a été inférieur car il s'agit de patients à faible risque. En vert, vous pouvez voir les cas rapportés par des patients qui ont reçu le traitement. Si vous appliquez la formule que l'on a vue plus tôt, vous allez remarquer que le risque relatif des deux essais est resté le même, à 25%. Mais le risque absolu, qui est la réduction du risque absolu, change et de beaucoup. Dans le deuxième cas, cela ne sera que de 2,5%. Voilà pourquoi cela est si important de prendre en compte ce paramètre de risque absolu, de la réduction de risque absolu. Ce que je vous dis là n'est pas un truc qui m'est passé par la tête parce que j'ai des connaissances en épidémiologie. C'est quelque chose qui est constamment réclamé au laboratoire pharmaceutique par la communauté scientifique, même par des groupes de médecins qui demandent, s'il vous plaît, indiquer les deux résultats du risque relatif et du risque absolu. Parce on ne peut pas interpréter le risque relatif si on ne parle pas du risque absolu. Alors, je vous mets ici comme exemple, il y a beaucoup de publications. Cette publication de Nordzi et d'autres auteurs de 2017 dans une revue de transplantation rénale où l'on parle justement de ce problème qu'ils ont à n'utiliser que le risque relatif. Je vous ai traduit encore là la partie la plus intéressante sur le sujet. Ce que disent ces auteurs, c'est que quand les pharmaceutiques présentent uniquement le risque relatif, elles tentent de surestimer l'effet. Je crois que c'est clair pour notre sujet. 95% d'efficacité sonne beaucoup mieux que 1% d'efficacité. Il est clair qu'on surestime les effets. Ils disent aussi dans cette publication que le risque absolu nous donne une meilleure présentation en plus de fournir une information d'intérêt pour le patient. Dans quel sens d'intérêt? Eh bien, dans la prise de décision. Étant donné l'effectivité de cette efficacité réelle, il me convient ou pas de prendre ce médicament. Ceci est très important. Alors, revenons à notre question. 95 de chaque 100 personnes vaccinées vont être protégées de la Covid-19. Si la question se pose sur le vaccin Pfizer, la réponse est non. En réalité, sur chaque 100 personnes vaccinées, seront protégées moins de une personne. J'espère avoir été clair là-dessus, parce que c'est un concept très important. Maintenant, je vous mets dans ce cadre les chiffres que j'ai moi-même calculés de risque absolu. Nous avons les vaccins, et ici vous avez la Sputnik, Coronavac, AstraZeneca, CanSino, Pfizer, et vous pouvez voir de quel type de vaccin il s'agit. Dans la seconde colonne, le numéro de volontaires qui ont participé. Dans la troisième colonne, les personnes à qui on a donné des placebos. Et ensuite, le risque relatif, qui est en fait l'efficacité que rapportent les personnes qui ont généré ces chiffres. Et la colonne suivante, où il est écrit RA,
et la réduction du risque absolu que j'ai calculé. Et le dernier point, NNT, nous y reviendrons plus loin. Je voudrais seulement qu'il vous soit clair un concept d'épidémiologie qui compte sur combien de personnes je dois traiter, à laquelle je dois appliquer le vaccin pour en protéger une. Dans l'avant-dernière colonne, vous pouvez voir quels ont été les résultats qu'ils ont pris en compte à la fin, c'est-à-dire comme pour le vaccin Pfizer, qui était que l'on soit positif au PCR et que l'on ait des signes modérés. Ensuite, dans la dernière colonne, vous pouvez voir l'âge qu'ils ont inclus. Alors pour la Sputnik, par exemple, on rapporte une efficacité de 91,6%, mais nous calculons le risque absolu, en réalité il n'est que de 1,2%. Nous aurons donc besoin de vacciner 83 personnes pour n'en protéger qu'une seule. Ils ont inclus parmi les participants qu'ils vont de 18 à 80 ans et ont moins de 28 participants de plus de 80 ans. C'est-à-dire que si l'on a des effets adverses dans un cas sur 30 dans ce groupe d'âge, on ne le verrait pas. Le vaccin suivant est la Coronavac. Ils n'ont rien spécifié dans leur rapport, vu qu'ils n'ont toujours rien publié, bien qu'ils aient reçu des autorisations d'urgence dans notre pays. Ils n'ont toujours pas publié leurs études de phase 3. Dans leur communiqué de presse, ils ont annoncé qu'au total, ils ont analysé et ont inclus plus de 12 000 personnes dans leurs études, ainsi que leur efficacité. Et elle est de 50,65% de manière générale, et dans un certain groupe de 100%. Mais comme ils ne publient pas de chiffres, je n'ai pas plus d'informations et je ne peux pas calculer la réduction de risque absolu, ni le nombre de personnes que l'on doit vacciner pour en protéger une. Ils disent juste qu'ils ont pris en compte des personnes allant de 18 à 58 ans et rien de plus. AstraZeneca. Ici, nous avons le nombre de personnes que nous avons dans chaque groupe et dans la parenthèse, vous pouvez voir combien d'entre elles ont eu la maladie. Ici aussi, ils ont pris en compte les résultats du test PCR, s'ils sont positifs au PCR, et aussi des signes modérés. Ils rapportent une efficacité de 70%, mais quand on calcule sur la base des chiffres de la réduction du risque absolu, il est de 1,2. L'âge considéré est compris entre 18 et 55 ans. Ils disent avoir eu quelques personnes entre 56 et 69 et 20 personnes de plus de 70 ans. Bien qu'en résumé, ils ne parlent que de ceux d'entre 18 et 55 ans. CanSino, qui compte d'une autorisation au Mexique, ne publie pas de résultats de phase 3. Il n'a pas été possible d'obtenir l'accès aux résultats. Je suis dans l'incapacité de dire dans quelle réduction de risque absolu, et Pfizer, nous l'avons déjà vu. Maintenant, il est important de noter qu'ils n'ont pas inclus des personnes qui auraient déjà eu le Covid dans ces études, ni les femmes enceintes, ni les personnes avec des problèmes immunitaires, c'est-à-dire des allergies sévères, des maladies auto-immunes, ou le VIH ou d'autres maladies immunes, ni personnes avec des maladies chroniques dégénératives. Ils ont choisi, en fait, ils ont exclu toute personne avec ce type de maladie. Actuellement, certaines de ces compagnies commencent des études pour voir ce qui justement se passerait avec ce genre de personnes qui ont ces conditions. Mais malgré tout, dans les différents pays qui ont déjà autorisé ces vaccins, ils incluent dans leur programme de vaccination toutes ces personnes qui, je répète, n'ont pas été analysées pour savoir quels en seraient les effets. Et ici en bas, je vous laisse tous les liens de toutes les publications qui font référence aux résultats de phase 3 et que vous pouvez consulter.